La pluie parisienne n'était pas une simple averse. C'était un lincel de plomb qui s'abattait sur les dalles de marbre du cimetière du Père-Lachaise. Éléonore de Vaugirard se tenait droite, telle une colonne de basalte noir, sous son ombrelle de soie. Derrière le voile de dentelle qui masquait son visage, ses yeux restaient secs, brûlant d'une fatigue que personne ne pouvait deviner. Devant elle, le cercueil en acajou de Jean-Pierre, orné de lits blancs d'une pureté presque insultante, descendait hontement dans la terre humide. Autour d'elle, le gratin de la finance et de l'immobilier parisien murmurait. On louait la dignité de la veuve, on chuchotait sur la fin tragique d'un géant. Mais pour Éléonore, ce décorum n'était qu'une pièce de théâtre dont elle connaissait chaque réplique par cœur. Elle sentait le poids de sa robe de haute couture, une armure de deuil qui lui serrait la poitrine, l'empêchant presque de respirer. « Regarde-les, Jean-Pierre, » pensa-t-elle, son regard dérivant vers les invités. « Ils ne sont pas venus pour toi, ils sont venus vérifier que tu étais bien mort pour savoir quand ils pourront commencer à dépecer ton cadavre. » À sa droite, Julien, le fils aîné, feignait de s'essuyer les yeux avec un mouchoir brodé à ses initiales. À 28 ans, il portait déjà sur son visage les stigmates de la débauche et de l'arrogance. Il ne pleurait pas son père. Il calculait déjà le prix du jet privé qu'il s'achèterait dès que le testament serait lu. À sa gauche, Camille, 24 ans, ajustait son manteau de fourrure synthétique, son regard vide fixé sur son reflet dans l'écran de son téléphone. Pour eux, ce n'était pas un enterrement, c'était une passation de pouvoir. « Maman, il faut y aller », murmura Julien d'une voix qu'il voulait compatissante, mais où pointait déjà une impatience agressive. « Les invités attendent au manoir. Il y a des gens importants, des gens qui comptent pour l'avenir de l'entreprise. » Éléonore tourna lentement la tête vers lui. Son regard, même à travers le voile, fit reculer le jeune homme d'un pas. « Ton père est encore à l'air libre, Julien. Un peu de décence, si le mot a encore un sens pour toi, » répondit-elle d'une voix basse, cristalline et tranchante comme un scalpel. Julien serra les dents, une veine battant sur sa tempe, mais il ne dit rien. Camille laissa échapper un soupir d'ennui, faisant claquer sa gomme à mâcher. Le trajet vers le manoir des Vaugirard, situé dans le 16e arrondissement, se fit dans un silence sépulcral. Dans la Bentley noire, Éléonore fixait les rues de Paris qui défilaient. Elle se revit 15 ans plus tôt lorsqu'elle avait épousé Jean-Pierre. Elle était alors une jeune prodige de la finance, une femme de tête qui aurait pu conquérir le monde. Mais elle l'avait aimé. Elle avait choisi de rester dans l'ombre, de polir son image, de gérer ses crises, de transformer cet homme d'affaires impétueux en une icône de réussite. Elle avait été l'architecte invisible de sa gloire. Et en retour, il lui laissait 2 vautours pour enfants et un vide immense. Le manoir était baigné d'une lumière chaude, mais l'atmosphère y était glaciale. Les serveurs en gants blancs circulaient avec des plateaux de champagne. Les conversations reprenaient, plus fortes, plus joyeuses. Le roi était mort, vive les héritiers. Éléonore s'isola dans le grand salon, près de la cheminée, où brûlait un feu sans chaleur. Elle observait ces beaux enfants, car elle ne les avait jamais considérés comme les siens, tant leur nature différait de celle-ci. Ils se tenaient au centre de la pièce, entourés d'avocats et de partenaires d'affaires, recevant des condoléances qu'ils transformaient déjà en opportunités de réseautage. « Elle a l'air bien calme, tu ne trouves pas ?» chuchota Camille à son frère, assez fort pour qu'Éléonore l'entende. « On dirait qu'elle attend déjà le chèque. »« Elle peut attendre, » répondit Julien avec un sourire carnassier. « Elle n'est qu'une caisse rapportée. Papa a été généreux avec elle de son vivant, mais l'empire de Vaugirard appartient au sang. Elle va vite comprendre que ce manoir n'est plus le sien. » Éléonore ferma les yeux un instant. Ces paroles devaient la blesser. Au lieu de cela, elles ne firent que renforcer la résolution qui grandissait en elle depuis l'annonce du décès. Elle se leva, sa silhouette élancée imposant soudain le silence dans la pièce, alors qu'elle se dirigeait vers l'escalier. « Je me retire, » annonça-t-elle simplement. « Maître Valois, je vous verrai demain pour les premières formalités. » L'avocat de la famille, un homme aux cheveux gris et le regard empreint d'une profonde tristesse, s'inclina. « Bien sûr, Éléonore, reposez-vous. » Une fois dans ses appartements, Éléonore ne s'effondra pas. Elle retira ses joailleries, un à un, les posant sur la coiffeuse avec une précision mathématique. Elle se démaquilla, révélant un visage pâle mais déterminé. Puis, elle se dirigea vers le bureau privé de Jean-Pierre, une pièce où même les enfants n'avaient pas le droit d'entrer. L'odeur de tabac croix et de vieux cuir flottait encore. C'était ici que Jean-Pierre passait ses nuits à travailler ou à simuler le travail. Éléonore s'assit dans le grand fauteuil directorial.
Elle toucha le bois sombre du bureau. Elle savait où chercher. Jean-Pierre était un homme de secret, mais elle était la femme qui les décryptait. Elle pressa un bouton dissimulé sous le rebord du tiroir central. Un petit compartiment secret s'ouvrit avec un déclic métallique. À l'intérieur, pas de bijoux, pas de liasse de billets, juste une enveloppe de papier craft scellée à la cire, portant son nom, pour Éléonore, ma seule vérité. Ses mains tremblèrent légèrement en brisant le sceau. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite et une clé USB. Elle déplia le papier. « Ma chère Éléonore, si tu lis ceci, c'est que le rideau est tombé. Tu m'as sauvée tant de fois du désastre que j'ai fini par croire que j'étais invincible. Mais l'invincibilité a un prix que tu n'as jamais eu à payer, jusqu'à aujourd'hui. L'empire que Julien et Camille convoitent tant n'est pas un monument à ma gloire, c'est un château de cartes bâti sur des fondations pourries. Il y a une dette, Éléonore, pas seulement financière, une dette de sang et de mensonges liée à l'affaire de l'extension du port du Havre. Si la vérité éclate, le nom de Vaugirard sera synonyme d'infamie. Les autorités sont déjà sur la piste. J'ai réussi à tenir jusqu'à mon dernier souffle, mais le compte à rebours a commencé. Mes enfants vont te traiter comme une étrangère. Ils vont vouloir me dépouiller avant même que je ne sois froid. Ne te bats pas pour les restes de ce festin empoisonné. Donne-leur ce qu'ils réclament. Laisse-les s'emparer de la bête. C'est le seul moyen de te sauver. Mais sache une chose, celui qui porte la couronne de Vaugirard portera aussi les chaînes que j'ai forgées. Pardonne-moi de te laisser ce fardeau. Je t'ai aimée à ma façon, maladroite et égoïste. » Éléonore resta pétrifiée, la lettre entre les doigts. Un frisson parcourut son échine. Ainsi, la vie parfaite n'était qu'un décor de théâtre sur le point de s'effondrer. Elle regarda par la fenêtre les lumières de Paris. En bas, elle entendait les rires étouffés de Julien et Camille, qui célébraient déjà leur victoire imminente dans le jardin. Une larme, une seule, finit par rouler sur sa joue. Ce n'était pas une larme de tristesse pour Jean-Pierre, mais une larme de trahison de ces 15 années de vie commune basée sur une fraude monumentale. Elle fixa la clé USB. Elle savait ce qu'elle contenait sans même l'ouvrir. Les preuves de la corruption, les montages financiers illégaux, les noms des complices. Une pensée sauvage et glacée traversa son esprit. Un sourire imperceptible étira ses lèvres. « Vous voulez tout ?» murmura-t-elle pour elle-même. « Vous voulez le nom, l'entreprise, le manoir, la gloire ? Très bien. Je vais vous offrir le monde sur un plateau d'argent, et je vais regarder le monde vous dévorer tout cru. » Elle rangea la lettre et la clé USB dans son coffre personnel. Elle retourna dans sa chambre et se coucha. Pour la première fois depuis des mois, elle dormit d'un sommeil profond, le sommeil de ceux qui n'ont plus rien à perdre et tout à venger. Le lendemain matin, le soleil perça enfin les nuages, mais c'était un soleil froid, d'une clarté cruelle. Éléonore descendit prendre son petit déjeuner. Julien et Camille étaient déjà là, installés à la grande table de la salle à manger, comme s'ils étaient déjà les maîtres des lieux. Maître Valois était assis au bout de la table, des dossiers étalés devant lui. « Ah, te voilà !» lança Julien sans lever les yeux de son café. Maître Valois nous expliquait que la succession allait être complexe à cause de tes droits de conjoint. On aimerait simplifier les choses, Éléonore. On a préparé une proposition de rachat pour ta part. C'est généreux, ça te permettra de prendre une petite villa sur la Côte d'Azur et de nous oublier. Camille renchérit en examinant ses ongles. Oui, et on aimerait que tu déménages d'ici la fin du mois. On compte transformer ce manoir en club privé. C'est très tendance. Maître Valois semblait mal à l'aise. Mes enfants, restons calmes. Éléonore a des droits légaux inaliénables sur... Éléonore leva une main pour l'interrompre. Elle s'assit avec une grâce souveraine, versa un peu de thé dans sa tasse de porcelaine et prit une lente gorgée. Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu l'entendre vibrer. « Inutile de vous perdre en négociation, maître, » dit-elle enfin, sa voix stable et mélodieuse. « Julien, Camille, j'ai réfléchi durant la nuit. La mort de Jean-Pierre m'a fait réaliser que les biens matériels ne sont que vanité. Je ne veux pas de votre villa, ni de vos millions. » Julien fronça les sourcils, méfiant. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas nous demander plus ?»« Non, » répondit Éléonore en le regardant droit dans les yeux. « Je vais vous donner tout. Je renonce à mon usufruit, à mes parts sociales, à la présidence du conseil d'administration et à ce manoir.
Je vous cède l'intégralité de l'héritage de Jean-Pierre de Vaugirard, sans condition. » Julien et Camille échangèrent un regard d'incrédulité totale. Leurs visages passèrent de la confusion à une joie mal dissimulée, presque indécente. « Tu es sérieuse ?» balbutia Camille. « Tu nous donnes tout ?»« Absolument tout », répéta Éléonore avec un calme olympien. Maître Valois la regarda comme si elle venait de perdre la raison. « Éléonore, vous ne pouvez pas, c'est une folie. Vous vous retrouvez sans rien. Réfléchissez. » Éléonore posa sa tasse et se leva. Elle se tourna vers la fenêtre, regardant le domaine qui, sur le papier, ne lui appartiendrait plus bientôt. « Je sais exactement ce que je fais, maître. Préparez les documents de cession totale. Je veux que tout soit prêt pour la signature officielle dans 3 jours. » Elle sortit de la pièce, laissant derrière elle 2 héritiers ivres de cupidité et un avocat terrifié. Elle savait que la bombe était désormais entre leurs mains et qu'elles allaient la serrer contre leur cœur comme si c'était le plus précieux des trésors. La vie parfaite était terminée. Le jeu, lui, ne commençait que. L'air à l'intérieur du manoir des Vaugirard avait changé. Ce n'était plus l'odeur de la cire d'abeille, des fleurs fraîches et du vieux papier qui dominait, mais un parfum plus agressif, celui de l'arrogance et du changement précipité. En moins de 48 heures, Julien et Camille avaient commencé à marquer leur territoire, comme des prédateurs régnant sur une carcasse encore chaude. Éléonore observait ce spectacle depuis le haut du grand escalier de fer forgé. Elle portait une robe de chambre en soie grise, une couleur de cendre qui se fondait dans les ombres de la galerie. En bas, dans le hall, des ouvriers s'affairaient à décrocher le portrait en pied de Jean-Pierre, celui-là même qu'il avait représenté pendant 20 ans comme le patriarche absolu. « Faites attention !» hurla Julien, debout au milieu du hall, un verre de cognac à la main dès 11 heures du matin. « Si vous éraflez le cadre, je déduis ça de votre salaire. Et ce mur, je veux qu'il soit repeint un blanc cassé. Ce rouge sombre est d'un ennui mortel, on se croirait dans un mausolée. » Camille, assise sur une malle Louis Vuitton qui n'avait pas encore été déballée, pianotait nerveusement sur son téléphone. « Et n'oubliez pas mon dressing, Julien. J'ai commandé la nouvelle collection de Milan. Il me faut de la place. La veuve peut bien vider ses placards, non? Elle n'aura plus besoin de robe de soirée là où elle va. » Leurs rires résonnèrent dans le hall, vides et stridents, heurtant le cœur d'Éléonore non pas de tristesse, mais d'un mépris glacé. Elle descendit les marches avec une lenteur calculée. À chaque pas, le craquement du bois semblait ponctuer leur déchéance future. « Bonjour, mes enfants, » dit-elle d'une voix douce, presque éthérée. « Je vois que vous n'avez pas perdu de temps. » Julien se tourna vers elle, un sourire moqueur aux lèvres. Ses yeux étaient légèrement injectés de sang, signe d'une nuit de célébration précoce. « Pourquoi attendre, Éléonore? Le roi est mort. Autant faire place nette. Maître Valois est dans la bibliothèque avec les notaires. Il paraît que tu dois signer les actes de renonciation préliminaire. Tu n'as pas changé d'avis, j'espère. » Éléonore effleura la rampe d'escalier. « Ma parole est mon seul luxe, Julien. Je ne reviens jamais dessus. »« Tant bien, car j'ai déjà commencé à restructurer la holding, » lança-t-il avec une assurance factice. « J'ai licencié la moitié du conseil d'administration ce matin, des vieux fossiles qui ne juraient que par la prudence de mon père. On va passer à l'offensive. La tech, l'immobilier spéculatif, on va doubler la fortune des Vaugirard en 6 mois. » Éléonore sentit un frisson, mais elle sourit. « Doubler la fortune, ou diviser le temps qu'il te reste avant la prison, » pensa-t-elle. « Tu es bien ambitieux, Julien. Ton père serait surpris. » Elle se dirigea vers la cuisine, cherchant un moment de calme avant la tempête administrative. Mais même là, la paix avait déserté les lieux. Le chef cuisinier, qui servait la famille depuis 10 ans, était en train de ranger ses couteaux, le visage sombre. « Madame, » murmura-t-il en la voyant entrer, « Monsieur Julien m'a signifié mon congé. Il dit qu'il préfère un service de traiterie moderne et diapétique. » Éléonore posa une main sur l'épaule de l'homme. « Ne soyez pas triste, François. Parfois, quitter un navire avant qu'il ne quitte le port est une bénédiction que l'on ignore. Prenez votre indemnité, je m'assurerai qu'elle soit doublée sur mon compte personnel. Mais vous, madame, où irez-vous ? » « Là où le vent ne porte plus l'odeur de la trahison, » répondit-elle de manière énigmatique. C'est à ce moment-là que la première fissure apparut. La sonnerie de l'entrée résonna, un son lourd et insistant.
Ce n'était pas le carrossiel joyeux des amis venant présenter leurs condoléances, mais un coup de poing métallique contre le bois de oak. Julien, agacé par l'interruption, alla ouvrir lui-même, les domestiques étant trop occupés à déplacer des meubles. Sur le perron se tenait un homme d'une 60aine d'années, vêtu d'un trench-coat gris élimé. Il n'avait rien d'un homme d'affaires. Il avait le visage buriné de ceux qui ont passé trop de temps dans les ports et des yeux qui semblaient avoir tout vu de la noirceur humaine. « C'est pourquoi, » aboya Julien, « on ne reçoit pas aujourd'hui. Adressez-vous au secrétariat de la holding. » L'homme ne recula pas. Il ôta lentement son chapeau, révélant une cicatrice qui barrait son cuir chevelu. « Je ne parle pas au secrétaire, gamin. Je cherche Jean-Pierre, ou ce qu'il en reste. » Julien ricana. « Mon père est enterré depuis 2 jours. Vous arrivez trop tard pour la commande. Allez-vous-en. »« Je ne commande rien, » répondit l'homme d'une voix de gravier. « Je viens chercher ce qui m'est dû. L'affaire du Havre. Jean-Pierre m'avait promis que le solde serait réglé à la fin du mois. On est à la fin du mois. » Éléonore, qui s'était approchée discrètement derrière Julien, sentit son sang se glacer. Le Havre. La dette de sang mentionnée dans la lettre. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur, » intervint-elle. « Le Goff, » répondit l'homme en fixant Éléonore. « Vous devez être la femme. Vous avez l'air plus intelligente que le petit coq ici présent. Dites-lui que les accords secrets ne meurent pas avec les hommes. Jean-Pierre a construit son premier terminal sur des terrains qui ne lui appartenaient pas légalement et avec de l'argent qui n'était pas le sien. Il y a des familles qui attendent réparation. » Julien perdit patience. Il poussa l'homme par les poils. « Écoutez-moi, vieux fou. Si vous avez une réclamation, voyez ça avec nos avocats. Mais je vous préviens, si vous remettez les pieds sur cette propriété, j'appelle la police pour harcèlement. On ne se laisse pas intimider par des histoires de marins. » Le Goff eut un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Il regarda Julien, puis Camille qui s'était rapprochée, intriguée, et enfin Éléonore. « La police ? Ah, l'ironie est savoureuse. Faites attention, jeune homme. Quand on s'assoit sur un trône de glace, on finit souvent les pieds dans l'eau. Et l'eau du Havre est très profonde, surtout quand on y coule avec des chaînes aux pieds. » Il se tourna et s'éloigna dans l'allée brumeuse sans un regard en arrière. « Quel cinglé !» lâcha Camille en frissonnant. « Julien, il faut installer des caméras de surveillance partout. On ne peut pas laisser n'importe qui entrer. » « Ne t'inquiète pas, petite sœur. C'est juste un de ces anciens employés que papa a dû licencier et qui cherche à gratter un peu d'argent. Je vais appeler maître Lambert pour qu'il lui envoie une mise en demeure s'il revient. » Éléonore, elle, restait immobile sur le seuil de la porte. Elle voyait la silhouette de Le Goff disparaître. Elle savait. Ce n'était pas un employé mécontent. C'était un messager du passé. La première pièce du domino venait de tomber et Julien venait de lui donner un coup de pied pour accélérer sa chute. Elle retourna dans la bibliothèque, maître Valois l'attendait, entouré de piles de documents. L'avocat semblait avoir vieilli de 10 ans. Ses mains tremblaient légèrement en manipulant les sceaux. « Éléonore, s'il vous plaît, » murmura-t-il alors qu'eux étaient seuls. « J'ai examiné les clauses que Julien veut intégrer dans l'acte de cession finale. C'est un piège. Il veut que vous signiez une clause de non-responsabilité totale et irrévocable de sa part et de celle de sa sœur pour tout ce qui concerne votre gestion passée. Mais en échange, il vous retire toute protection juridique de la part de la holding. Si quelque chose tourne mal avec l'héritage, vous serez seul face au loup. » Éléonore s'assit en face de lui. Elle prit un stylo-plume, un objet de famille que Jean-Pierre aimait particulièrement. « Et si c'était l'inverse, maître ? » « Pardon ? Et si, en acceptant tout l'héritage en l'état, avec ses actifs et ses passifs, sans inventaire préalable, car ils sont trop pressés pour attendre un inventaire légal, ils devenaient les seuls et uniques responsables des dettes, qu'elles soient fiscales, civiles ou criminelles ? Valois écarquilla les yeux. Il baissa la voix, terrifié par ce qu'il commençait à comprendre. « Éléonore, que savez-vous ? Qu'est-ce que Jean-Pierre vous a laissé ? » « Il m'a laissé la vérité, maître, et la vérité est un fardeau que je ne souhaite plus porter. Mes beaux enfants ont soif de pouvoir. Ils pensent que je suis une femme brisée, une veuve éplorée, prête à tout abandonner par faiblesse. Laissez-les le croire. Préparez l'acte de cession. Faites en sorte qu'il soit absolu. Ils doivent être les seuls propriétaires de la holding de Vaugirard d'ici la fin de la semaine. Mais vous allez vous retrouver sans rien. Le fisc pourrait même saisir vos comptes personnels si on prouve une complicité. Mes comptes personnels sont à l'abri, maître. Jean-Pierre n'était pas le seul à savoir placer de l'argent discrètement. J'ai ma propre assurance vie.
Ce que je veux, c'est voir Julien et Camille signer leur propre arrêt de mort financier avec le sourire aux lèvres. » La porte de la bibliothèque s'ouvrit avec fracas. Julien entra, suivi de Maître Lambert, son nouvel avocat, un homme aux dents longues et au costume trop brillant, l'exact opposé du sage Valois. « Alors, c'est prêt ?» demanda Julien avec impatience. « On n'a pas toute la journée. J'ai un rendez-vous avec un fonds d'investissement à 14 heures. » Lambert posa une liasse de documents sur la table. « Voici l'acte de renonciation totale pour Madame de Vaugirard. Tout est stipulé. Elle abandonne ses parts, son siège, son usufruit sur les biens immobiliers et ses droits de succession en échange d'un versement forfaitaire unique. » Il jeta un regard méprisant à Éléonore. « C'est une décision très sage, madame. À votre âge, la gestion d'un tel empire serait épuisante. » Éléonore prit les documents, elle parcourut les pages. Ses yeux s'arrêtèrent sur une ligne spécifique, rédigée dans un jargon juridique complexe. Les cessionnaires acceptent l'intégralité des obligations liées aux actifs transférés, renonçant à tout recours contre la cédante pour tout passif découvert ultérieurement. C'était le baiser de la mort. Julien et Camille pensaient se protéger contre elle, pensant qu'elle avait peut-être détourné de l'argent. Ils ne réalisaient pas qu'ils s'interdisaient de se retourner contre elle quand les dettes de Jean-Pierre refermeraient leur piège sur eux. « Je vais signer, » dit Éléonore, « mais pas ici. »« Quoi ? Encore des caprices ?» s'emporta Julien. « Je veux que la signature finale ait lieu dans 3 jours, au siège de la holding, devant le conseil d'administration, que vous n'avez pas encore licencié. Je veux que ce soit officiel. Je veux que tout le monde voie que je pars de mon plein gré. » Julien haussa les épaules, un sourire victorieux aux lèvres. « Si c'est pour ton ego, pourquoi pas. 3 jours, pas un de plus. Après ça, Éléonore, tu n'es plus rien pour cette famille. Tu es une étrangère. » « C'est exactement ce que je souhaite être, Julien, une étrangère à tout ce que vous représentez. » Elle se leva et sortit de la pièce. En marchant dans le couloir, elle vit Camille en train de jeter des vases précieux dans des cartons avec une insouciance criminelle. La première fissure n'était plus seulement dans le passé de Jean-Pierre, elle était là, dans les fondations mêmes de leur unité familiale. Éléonore monta dans sa chambre. Elle sortit la clé USB de son coffre. Elle l'inséra dans son ordinateur. Les fichiers s'affichèrent. Des listes de noms, des coordonnées GPS au Havre, des relevés de comptes offshore aux îles Caïmans et surtout une date, le 15 du mois prochain, la date de l'audit obligatoire par la brigade financière, une enquête que Jean-Pierre avait réussi à repousser pendant 3 ans par la corruption, mais qui ne pouvait plus être arrêtée. Elle regarda le calendrier, le 15 était dans exactement 10 jours. « Profitez bien de votre royaume, » murmura-t-elle à l'obscurité de la pièce. « Il est fait de sable, et la marée monte déjà. » Elle s'allongea sur son lit, le cœur battant d'une excitation froide. Elle n'était plus la veuve, elle était le juge, et la sentence approchait à grands pas. Éléonore s'assit devant sa coiffeuse, feignant de se brosser les cheveux avec une lenteur hypnotique. Elle savait que l'objectif de la caméra, dissimulé dans le détecteur de fumée, captait son reflet. Elle affichait ce visage qu'elle s'était forgé, celui d'une femme au bord de l'épuisement, le regard vague, les mains tremblantes. « Regardez bien, mes chers enfants, » pensait-elle. « Regardez la veuve s'éteindre. C'est le spectacle que vous avez payé, n'est-ce pas ?» Dès qu'elle fut certaine que Julien était parti au siège de la holding pour sa première journée de règne et que Camille était occupée à vider la cave à vin avec ses amis superficiels, Éléonore changea d'allure. La fragilité s'évapora, remplacée par une précision chirurgicale. Elle enfila un trench coat sombre, noua un foulard Hermès autour de sa tête et mit des lunettes noires. Elle ne sortit pas par la porte principale, elle utilisa le passage de service qui menait au garage souterrain, là où une vieille Peugeot de fonction, oubliée par les héritiers, l'attendait. Sa destination n'était pas un café discret, mais le cœur même du danger, le siège de la holding Vaugirard, une tour de verre et d'acier qui dominait la défense. Arrivée sur place, elle n'utilisa pas l'ascenseur des directeurs. Elle passa par l'entrée des livraisons, utilisant un badge qu'elle n'avait jamais rendu. Elle connaissait les horaires des rondes, les angles morts des caméras, les secrets des conduits. Elle était l'ombre dans la machine qu'elle avait elle-même aidé à construire. Elle parvint au sous-sol des archives mortes. C'est là que Jean-Pierre cachait ce qui ne devait jamais voir le jour sous les néons des bureaux d'audit. L'air y était rang, chargé d'une poussière qui semblait dater de plusieurs décennies. Elle se dirigea vers le fond, derrière les piles de dossiers de faillite classés. Là, elle trouva une caisse métallique marquée d'un simple code H07, Le Havre 2007. Ses mains tremblèrent réellement cette fois. Elle ouvrit la caisse.
À l'intérieur, des rapports de chantier originaux, non censurés. Elle commença à lire, ses yeux parcourant les lignes avec une horreur grandissante. Le projet d'extension du port n'était pas seulement une affaire de corruption foncière. Le rapport géologique indiquait que le sol était instable, gorgé de résidus chimiques toxiques provenant d'une ancienne usine de munitions. Jean-Pierre le savait. Pour économiser des centaines de millions en dépollution, il avait ordonné de couler le béton par-dessus, scellant le poison dans les fondations. Mais il y avait pire. Une page manuscrite, griffonnée par un ingénieur disparu depuis longtemps, mentionnait un accident de coffrage. 3 ouvriers intérimaires, des sans-papiers, avaient été ensevelis lors d'un effondrement nocturne. Au lieu d'appeler les secours et de stopper le chantier, Jean-Pierre avait fait couler une dalle supplémentaire. La dette de sang n'était pas une métaphore. L'empire de Vaugirard était littéralement bâti sur des cadavres et du poison. « Mon Dieu, Jean-Pierre », murmura-t-elle, une main sur la bouche. « Tu n'étais pas seulement un escroc, tu étais un monstre. » Soudain, un bruit de pas résonna dans le couloir des archives. Éléonore se figea. La lumière vacillante des néons projetait une ombre immense sur le mur. Elle rangea précipitamment les documents, ferma la caisse et se glissa derrière une étagère de dossiers. La porte grinça. Une silhouette entra. Ce n'était pas un vigile, c'était Maître Lambert, l'avocat de Julien. Il tenait le téléphone à l'oreille, sa voix résonnant avec une arrogance insupportable. « Oui, Julien, je suis aux archives. On cherche la faille. Ta belle-mère n'est pas stupide. Elle doit avoir laissé des traces de ses propres détournements ici. Si on trouve de quoi l'envoyer en prison, on n'aura même pas à lui verser son forfait de sortie. Quoi ? Non, ne t'inquiète pas. Ce vieux projet du Havre, c'est de l'histoire ancienne. Ton père a tout nettoyé. On se concentre sur le présent. » Lambert s'approcha de l'étagère où se trouvait Éléonore. Elle retint sa respiration, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il l'entende. L'avocat tendit la main, effleura un dossier juste à quelques centimètres de son visage, puis son téléphone sonna à nouveau. « Oui ? Quoi ? La brigade financière est déjà au rez-de-chaussée ? Mais on avait encore 10 jours. » Lambert jura et quitta la pièce en courant. Éléonore attendit de ne plus entendre ses pas avant de sortir de sa cachette. La panique l'envahit un instant. Si la police était déjà là, elle risquait d'être prise dans le filet. Mais une pensée plus froide prit le dessus. S'ils sont là, c'est que quelqu'un a parlé. Le goff, ou peut-être que Jean-Pierre lui-même avait programmé sa chute. Elle quitta le bâtiment par une sortie de secours, le cœur au bord des lèvres. Elle monta dans sa voiture et resta quelques minutes le front appuyé sur le volant. Elle avait les preuves, elle savait maintenant que Julien et Camille n'allaient pas seulement perdre leur fortune, ils allaient hériter d'un crime contre l'humanité et d'une catastrophe écologique imminente. De retour au manoir, l'ambiance était électrique. Julien criait au téléphone dans le salon, jetant des verres contre les murs. Camille pleurait, prostrée sur le canapé, entourée de sacs de luxe qu'elle venait d'acheter et qu'elle craignait de devoir rendre. « Ils sont venus à la holding », hurla Julien en voyant Éléonore entrer. « Ces chiens de flics, ils ont saisi les ordinateurs. Éléonore, qu'est-ce que tu sais ? Ton mari, qu'est-ce qu'il a fait ?» Éléonore retira ses gants avec une lenteur agaçante. Elle s'approcha de la cheminée et regarda les flammes. « Je ne suis qu'une épouse, Julien. Vous me l'avez assez répété, non ? Une pièce rapportée. Pourquoi serais-je donc ce que votre illustre père cachait dans ses comptes ? Ne joue pas à ça avec moi, rugit-il en s'approchant d'elle, le visage rouge de rage. Lambert dit que c'est une enquête sur le Havre, une vieille affaire. On va s'en sortir, on a les meilleurs avocats. Mais il nous faut du cash, tout de suite, pour calmer les intermédiaires. La clause que tu vas signer après-demain, on va la modifier. On ne te donnera rien, on prend tout et tu t'estimes heureuse qu'on ne te dénonce pas pour complicité. Éléonore se tourna vers lui. Ses yeux n'étaient plus fatigués, ils étaient de glace. Tu veux modifier l'accord, Julien ? Très bien. Mais sache une chose, plus tu essaies de me voler, plus tu t'enfonces. Tu me menaces ? Une vieille femme seule contre nous ? Rit Julien nerveusement. Camille, regarde-la. Elle croit qu'elle a encore du pouvoir. Camille leva les yeux, le maquillage coulant sur ses joues. Donne-lui ce qu'elle veut, Julien. Je ne veux pas aller en prison. Je ne peux pas vivre sans argent. Tais-toi, idiote. Lambert s'occupe de tout. Éléonore, on se voit après-demain pour la signature. Et prépare tes valises. Dès que l'encre sera sèche, tu dégages de cette maison. Même les chiens de garde ne voudront plus de toi. Éléonore ne répondit pas. Elle monta l'escalier, chaque marche l'éloignant un peu plus de leur monde en perdition. Arrivée dans sa chambre, elle ferma la porte à clé. Elle sortit son propre téléphone, un modèle prépayé que personne ne connaissait. Elle composa un numéro. « Allô ?
Monsieur Le Goff, c'est Éléonore de Vaugirard. À l'autre bout du fil, la voix de Gravier répondit « Je savais que vous appelleriez. Vous avez vu les archives ?»« Oui, c'est bien pire que ce que je pensais. Ils ne se contenteront pas de l'argent, ils vont vouloir des têtes. » « Julien est trop stupide pour comprendre qu'il court vers l'échafaud, » dit Le Goff avec un rire sombre. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?»« Je vais leur donner ce qu'ils veulent, » dit Éléonore, un sourire amer aux lèvres. « Je vais signer cette cession totale. Je vais leur offrir l'empire de Vaugirard sur un plateau. Mais je veux que vous fassiez en sorte que la presse soit là. Pas la presse financière, la presse d'investigation. Je veux que le monde entier voie le visage des nouveaux propriétaires quand le scandale éclatera. Et vous, madame, vous finirez dans la boue avec eux. Non, monsieur Le Goff, la boue est pour ceux qui l'ont brassée. Moi, je ne suis qu'une veuve qui a tout perdu par amour pour sa famille. L'opinion publique adore les victimes élégantes. » Elle raccrocha. Elle se sentait étrangement légère. L'investigation était terminée. Les pièces du puzzle étaient en place. Il ne restait plus qu'à attendre que la cupidité de Julien fasse le reste du travail. Elle regarda son reflet dans le miroir. Elle ne voyait plus Éléonore, la femme de l'ombre, elle voyait une femme qui s'apprêtait à brûler un empire pour pouvoir enfin respirer sur ses cendres. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de velours du petit salon, jetant des lueurs dorées sur le service à thé en argent. L'atmosphère, la veille encore saturée de cris et de menaces, était d'un calme surnaturel, presque inquiétant. Éléonore, drapée dans une robe de chambre en cachemire ivoire, observait le jardin d'hiver. Elle attendait. Elle savait que la peur était le meilleur des professeurs et que Julien et Camille, après la visite de la police, allaient enfin apprendre la diplomatie. La porte s'ouvrit doucement. Ce n'était pas le fracas habituel de Julien. C'était un pas feutré, presque hésitant. « Éléonore, tu es réveillée ?» Julien entra, portant un plateau chargé de croissants frais et d'un journal plié. Il n'avait plus son costume de l'homme d'affaires impitoyable. Il portait un pull en col roulé sombre, lui donnant l'air d'un fils dévoué. Derrière lui, Camille s'avançait, les yeux encore un peu gonflés, mais le visage paré d'un sourire qu'elle voulait doux. « On s'est dit qu'un petit déjeuner en famille nous ferait du bien, » murmura Camille, en posant une main légère sur l'épaule d'Éléonore. « On a été odieux ces derniers jours, le choc du deuil sans doute, on ne savait pas ce qu'on disait. » Éléonore ne tressaillit pas. Elle sentit la froideur de cette main, une main qui, la veille, voulait la mettre à la rue. « Comme vous êtes prévisible, » pensa-t-elle avec une amertume savoureuse. « Vous avez senti le souffle du fisc sur votre nuque, et soudain je redeviens votre chère Éléonore. »« C'est très attentionné, » répondit-elle d'une voix monocorde, jouant le jeu de la veuve fatiguée et vulnérable. « Je n'ai pas beaucoup d'appétit, mais votre présence me touche. » Julien s'assit en face d'elle, lui servant le café avec une prévenance exagérée. « On a parlé avec maître Lambert toute la nuit, Éléonore. On a réalisé que papa ne nous avait pas seulement laissé une fortune, il nous a laissé une responsabilité. Et cette enquête, c'est une erreur administrative, rien de plus. On va la régler, mais pour ça, la famille doit être unie. » Il fit une pause, cherchant dans le regard d'Éléonore une lueur d'acceptation. « On a réfléchi à l'accord. On ne veut pas que tu partes avec rien. C'est injuste. Papa t'aimait. Alors, on a décidé de t'offrir une rente à vie très confortable et l'usage de la maison de campagne en Normandie. Tout ce qu'on demande, c'est que tu signes les papiers de cession de la holding aujourd'hui même, pour que je puisse prendre les rênes légalement et débloquer les fonds nécessaires pour clore cette stupide enquête. » Le faux espoir. Éléonore voyait le piège comme s'il était écrit en lettres de feu sur le mur. Il voulait son accord immédiat pour s'emparer de la structure légale et tenter d'étouffer l'affaire du Havre avec le cash de l'entreprise, tout en la neutralisant avec une promesse de rente qu'il ne paierait jamais une fois le transfert effectué. « La Normandie, j'aimais beaucoup cette maison, » murmura Éléonore, feignant l'hésitation. « Mais maître Valois dit que je devrais attendre l'audit complet. » « Mais Valois est un vieux pessimiste, » l'interrompit Camille avec une vivacité aussitôt contenue. « Il veut juste faire durer les procédures pour toucher ses honoraires. Éléonore, regarde-nous, nous sommes tes enfants au fond. On veut juste que tout ce cauchemar s'arrête. On signe, on règle le fisc et on redevient une famille. Qu'est-ce que tu en dis ?» Éléonore posa sa tasse. Elle laissa un silence s'installer, un silence lourd où l'on n'entendait que le tic-tac de la pendule de cheminée. Elle voyait l'impatience dévorer Julien, la sueur perler au bord de ses tempes malgré son sourire de façade. « Si c'est pour le bien de l'œuvre de Jean-Pierre,
Alors je le ferai, dit-elle enfin. Julien laissa échapper un soupir de relâchement qu'il ne put réprimer. Un éclair de triomphe passa dans ses yeux, le même éclair qu'un loup avant de refermer ses mâchoires. « C'est magnifique, Éléonore, tu ne le regretteras pas. On va préparer une petite cérémonie de signature ce soir, ici même, au manoir. Juste nous et les avocats, un moment de paix. » Pendant que les héritiers s'affairaient à préparer leur victoire, Éléonore retourna dans ses appartements. Elle se sentait souillée par leur comédie, mais chaque mot, chaque geste de leur part confirmait la justesse de son plan. Elle s'assit à son bureau et commença à écrire une lettre, non pas à ses avocats, mais à elle-même, une sorte de journal de bord de sa vengeance. « Ils croient avoir gagné, ils croient que ma gentillesse est de la faiblesse. Ils ne voient pas que je leur ouvre la porte de la cage, non pas pour les libérer, mais pour qu'ils y entrent d'eux-mêmes. » Julien a ce sourire de prédateur qui ignore que le sol sous ses pieds est déjà miné. Camille rêve déjà de ses rentes futures, ignorant que chaque euro qu'elle touchera sera marqué du sceau du scandale. Elle fut interrompue par un appel sur son téléphone secret. C'était Maître Lambert. Sa voix était étranglée. « Éléonore, je viens d'avoir Lambert au téléphone. Ils accélèrent tout. Ils ont ajouté une clause de solidarité active. Si vous signez, vous ne vous contentez pas de leur donner les parts, vous attestez officiellement que vous avez été au courant de toutes les décisions de Jean-Pierre depuis 10 ans. Ils essaient de faire de vous leur bouclier légal. »« Je sais, maître, » répondit-elle calmement. « Mais vous ne pouvez pas signer ça, c'est un suicide. Ils vont vous jeter au loup dès que le juge d'instruction ouvrira le dossier du Havre. Ils diront que c'est vous qui dirigiez tout dans l'ombre. Laissez-les faire, maître. Préparez-vous à être présent ce soir, mais je veux que vous fassiez une seule chose pour moi. Dans l'acte final, insérez une référence croisée au document annexe B7. L'annexe B7, mais elle n'existe pas dans le dossier de cession. Elle existera au moment de la signature, dit-elle avec un sourire glacé. C'est le document qui lie la fortune personnelle de Jean-Pierre, celle qu'il a léguée directement à ses enfants, au compte de la holding en cas de fraude avérée. S'il signe l'acte principal, il valide l'existence de cette annexe. Et s'il valide l'annexe, leur fortune personnelle sera saisie en même temps que l'entreprise. Un silence incrédule suivit à l'autre bout du fil. Vous êtes en train de dresser un échafaudage financier, Éléonore. S'ils s'en aperçoivent avant de signer. Ils ne s'en apercevront pas. Ils sont aveuglés par le faux espoir qu'ils pensent m'avoir insufflé. Ils croient que je suis une proie facile. La vanité est un voile bien plus épais que le mensonge. La journée passa comme dans un rêve fiévreux. Julien et Camille étaient d'une amabilité écœurante. Ils firent livrer des fleurs, proposèrent à Éléonore de l'aider à trier ses affaires, parlèrent de vacances futures tous ensemble. C'était une parade de masques, un bal des vampires où chacun surveillait le coup de l'autre. À 20h, le grand salon fut transformé en bureau de signature. Des bouteilles de champagne millésimées l'attendaient sur un buffet. Maître Lambert, l'avocat des héritiers, affichait un sourire de requin, tandis que Maître Valois, pâle comme un mort, restait dans un coin, ses mains tremblant sur son porte-documents. Julien s'avança, une liasse de papier à la main. « Voilà le moment de vérité, Éléonore. Une nouvelle page pour les Vaugirard, une page de paix. » Il posa les documents sur la table basse en acajou. Éléonore s'approcha. Elle prit le temps de lire chaque page, sentant les regards de Julien et Camille brûler sa nuque. Elle arriva à la fameuse clause de solidarité et à la mention de l'annexe B7 que Valois avait discrètement insérée. Lambert intervint rapidement, sa voix mielleuse. « Ce sont des termes standards, madame, pour garantir la continuité de l'entreprise. Rien de bien méchant. » Éléonore leva les yeux vers Julien. « Tu me promets, Julien ? La maison en Normandie ? La tranquillité ?» Julien posa une main sur son cœur, un geste d'une fausseté sublime. « Je te le jure sur la mémoire de mon père, Éléonore. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de rien. On s'occupe de tout. »« Oh, je n'en doute pas, » pensa Éléonore. « Vous allez vous occuper de chaque centime de cette dette de sang. » Elle prit le stylo-plume de Jean-Pierre. Elle sentit le poids de l'objet, ce petit cylindre d'or et de lac qui allait sceller leur destin. Elle signa la première page, puis la deuxième. À chaque signature, elle entendait Camille retenir son souffle, comme si elle voyait des lingots d'or tomber du ciel. Arrivée à la dernière page, celle qui transférait officiellement la présidence et les pleins pouvoirs à Julien, elle s'arrêta. «
Quelque chose ne va pas ? Demanda Julien, sa voix montant d'une octave par l'anxiété. Non, dit Éléonore en le regardant avec une soudaine et étrange tendresse qui glaça le jeune homme. Je me disais juste que ton père serait fier de toi. Tu as exactement le même regard que lui quand il pensait avoir réussi un coup de maître. Elle apposa la dernière signature. Un silence sacré envahit la pièce. Puis, Julien arracha presque les papiers de la table pour les donner à Lambert. « C'est fait !» s'écria-t-il, incapable de contenir sa joie. « C'est signé. Lambert, appelle le conseil. Dis-leur que je suis le nouveau président. Maintenant !» Le champagne fut débouché. Le bruit du bouchon sauta comme un coup de feu. Julien et Camille trinquèrent, riant au clas, s'ignorant déjà Éléonore qui restait debout, seule au centre de la pièce. Ils ne la regardaient plus. Le faux espoir n'avait plus besoin d'être entretenu. Elle n'était plus qu'une ombre encombrante dans leur nouveau palais. « Éléonore » dit Julien en posant son verre, sans plus aucune trace de sa douceur du matinée. « Lambert va t'aider à organiser ton départ demain matin. On a finalement décidé de mettre la maison en Normandie en vente. On a besoin de liquidités rapidement. Tu comprendras, les affaires sont les affaires. » Camille ricana dans son coin, sirotant son champagne. « On te trouvera un petit appartement sympa en banlieue. Ce sera plus adapté à tes nouveaux moyens. » Éléonore ne parut pas surprise. Elle esquissa un léger sourire. « Bien sûr, je comprends tout à fait. Les promesses sont comme le champagne, n'est-ce pas ? Elles pétillent un instant, puis elles s'éventent. » Elle se tourna vers maître Valois qui la regardait avec une tristesse infinie. « Ne soyez pas triste, maître. La fête ne fait que commencer. » Alors qu'elle montait l'escalier pour ce qui serait sa dernière nuit dans le manoir, elle entendit Julien crier dans le salon. « On est riches, Camille. On est les rois de Paris. Rien ne peut nous arrêter. » Éléonore s'arrêta un instant sur le palier. Elle regarda son téléphone. Un message de Le Goff venait d'arriver. « La police a reçu les documents de l'annexe B7. Ils seront chez vous demain à l'aube pour la saisie conservatrice de tous les actifs des héritiers. » Elle éteignit l'écran. Le piège était refermé. Le faux espoir qu'elle avait laissé dévorer allait se transformer en leur pire cauchemar au lever du soleil. Elle entra dans sa chambre, ferma la porte, et pour la première fois en 15 ans, elle se sentit enfin libre. L'aube sur Paris n'apporta aucune chaleur, seulement une clarté crue et impitoyable qui découpait les silhouettes des cheminées sur un ciel gris fer. Au manoir des Vaugirard, le silence de la nuit fut brisé non pas par le chant des oiseaux, mais par le crissement de pneus sur le gravier et le claquement sec de portières de voitures qu'on ferme avec autorité. Éléonore était déjà debout. Elle n'avait pas dormi. Elle portait un tailleur de laine noire, impeccable, ses cheveux relevés en un chignon serré qui ne laissait échapper aucune mèche. Elle était assise dans le petit salon, une tasse de thé à la main, écoutant le chaos qui s'annonçait. Boum, boum, boum. Les coups partés contre la lourde porte de chêne firent vibrer les murs du manoir. « Police, ouvrez, brigade financière, mandat de perquisition et d'amener. » En haut, on entendit des bruits de pas précipités, des cris étouffés. Julien apparut en haut de l'escalier, vêtu d'un peignoir en soie, le visage bouffi de sommeil et de panique. Camille le suivait, en pyjama de satin, les yeux écarquillés par la terreur. « Éléonore, qu'est-ce qui se passe ?» hurla Julien en descendant les marches 4 à 4. « Pourquoi la police est là ? C'est encore tes histoires ?» Éléonore ne tourna pas la tête. Elle prit une gorgée de thé. « C'est ta maison, Julien. C'est ton entreprise. C'est à toi d'ouvrir. » Le majordome, pâle comme un linge, ouvrit enfin la porte. Une douzaine d'officiers en civil, menés par un commissaire au regard d'acier, s'engouffrèrent dans le hall. Derrière eux, maître Lambert, l'avocat des héritiers, arrivait en courant, sa cravate de travers, le visage décomposé. « Monsieur Julien de Vaugirard ?» demanda le commissaire. « Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Mon père vient de mourir. Vous n'avez aucun respect ?» Le commissaire sortit un document. « Nous avons un mandat pour la saisie de tous les registres comptables, serveurs informatiques et documents relatifs à la holding Vaugirard, ainsi que pour votre interpellation en vue d'une audition. L'enquête porte sur des faits de corruption aggravée, fraude fiscale massive et recel de cadavres liés au projet du port du Havre. » Le mot tomba comme une guillotine. Camille laissa échapper un cri et s'effondra sur une chaise.
Julien devint livide, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son n'en sorte. « C'est absurde !» bégaya Lambert en s'interposant. « Mon client vient tout juste de prendre la direction. Il n'est responsable de rien. C'est Madame de Vaugirard, ici présente, qui gérait les affaires de son mari. C'est elle que vous devez arrêter. » Le commissaire tourna un regard froid vers Éléonore, qui se leva avec une élégance souveraine. « Maître Lambert a raison sur un point, » dit-elle d'une voix claire qui résonna dans tout le hall. « J'étais au courant de beaucoup de choses. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai remis à la justice, via mon avocat Maître Valois, l'intégralité des dossiers secrets de mon défunt mari cette nuit. » Julien se jeta vers elle, les mains en griffes, mais fut immédiatement stoppé par 2 policiers. « Salope, tu nous as trahis, tu nous as vendus à la police !»« Je ne vous ai pas trahi, Julien, » répondit Éléonore, ses yeux brûlants d'une haine contenue depuis 15 ans. « Je vous ai donné ce que vous vouliez. Vous vouliez l'héritage ? Vous l'avez, dans son intégralité. » Maître Lambert, sentant le sol se dérober sous ses pieds, sortit les documents signés la veille. « Commissaire, regardez, Madame de Vaugirard a signé une clause de solidarité. Elle reconnaît sa responsabilité dans la gestion passée. Elle est autant coupable que n'importe qui. » Le commissaire prit les documents, les parcourut rapidement, puis les rendit à Lambert avec un sourire méprisant. « Maître, vous devriez relire vos propres contrats, ou plutôt vous devriez lire l'annexe B7 que Madame a fait insérer. » Lambert feuilletait fébrilement la liasse de papier. Ses mains tremblaient tellement que les feuilles s'éparpillèrent au sol. Il trouva enfin la page. Ses yeux s'agrandirent, sa peau prit une teinte grisâtre. « Qu'est-ce qu'il y a ?» hurla Julien. « Lambert, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ?» L'avocat s'effondra sur un banc, la voix brisée. « La clause de solidarité est subordonnée à l'acceptation de l'héritage sans bénéfice d'inventaire. En signant hier, vous avez accepté de prendre à votre nom personnel toutes les dettes et les responsabilités pénales liées aux actifs, et l'annexe B7, elle stipule que Madame de Vaugirard agit en tant que lanceuse d'alerte bénéficiant de l'immunité totale en échange avec la coopération avec la justice. » Un silence de mort tomba sur le hall. On n'entendait plus que le bruit des policiers qui commençaient à monter les dossiers dans des caisses en plastique. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Camille, la voix tremblante. Éléonore s'approcha de ses beaux enfants. Elle dominait Julien de toute sa hauteur, son visage n'étant plus qu'un masque de justice froide. « Ça veut dire, Camille, que vous n'êtes pas seulement ruinés. Ça veut dire que vous êtes les seuls et uniques responsables des crimes de votre père. Les 400 millions d'euros de dette fiscale, c'est pour vous. Les familles des ouvriers morts au Havre qui demandent réparation, c'est vous qu'ils vont poursuivre. Les pots de vin versés au ministre, ce sont vos noms qui sont sur les contrats de cession que vous avez signés hier soir. »« Tu savais, » souffla Julien, les yeux injectés de sang. « Tu savais pour les morts, tu savais pour la dette, tu nous as poussés à signer. » « Je ne vous ai pas poussé, Julien. Je vous ai simplement laissé être ce que vous êtes, des êtres cupides, arrogants et stupides. Vous étiez tellement pressé de me mettre à la rue, tellement impatient de savourer votre victoire, que vous n'avez même pas pris la peine de lire ce que vous signiez. Vous avez signé votre propre arrêt de mort financier et social pour un empire qui est un immense charnier. » Le commissaire fit signe à ses hommes. « Monsieur de Vaugirard, vous nous suivez au quai des Orfèvres. Mademoiselle de Vaugirard, vous restez ici sous surveillance. Vos comptes personnels sont gelés à titre conservatoire. »« Gelés ?» s'écria Camille. « Mais comment je vais payer mes avocats, mes frais, mon personnel ?»« Vous n'avez plus de personnel, Camille, » dit Éléonore en se dirigeant vers la porte. « Vous n'avez plus de manoir, vous n'avez plus rien. J'ai racheté la dette hypothécaire de cette maison via une société écran il y a 2 mois. Techniquement, je suis votre propriétaire et je vous donne 1 heure pour prendre ce qui vous appartient, c'est-à-dire pas grand-chose, et quitter les lieux. » Julien, alors qu'on lui passait les menottes, hurla une dernière fois. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça. On dira que tu nous as manipulés. Le monde verra quelle garce tu es. » Éléonore s'arrêta sur le perron, la lumière du matin éclairant son visage maintenant serein. Elle se retourna une dernière fois vers lui. Le monde verra une veuve qui a courageusement dénoncé les crimes de son mari au péril de sa propre fortune. Le monde verra 2 enfants gâtés qui ont tenté de dépouiller leur belle-mère et qui ont fini par hériter de la noirceur de leur père. La manipulation, Julien, c'est ce que vous avez tenté de me faire. La justice, c'est ce que je viens de vous offrir. » Elle monta dans une voiture noire qui l'attendait. Maître Valois était à l'intérieur.
Il la regarda avec un mélange d'admiration et de crainte. « C'est fait, Éléonore. La bombe a explosé. »« Non, maître, » répondit-elle en regardant le manoir s'éloigner derrière elle. « Ce n'était que le détonateur. Le vrai chaos ne fait que commencer pour eux. Maintenant, ils vont découvrir ce que c'est que d'être seuls, sans nom, sans argent, et avec tout un monde qui demande des comptes. » Elle ferma les yeux, savourant le silence de la voiture. Le midpoint twist était terminé. Elle n'était plus la proie, elle n'était plus la veuve. Elle était l'architecte d'un nouveau monde où les Vaugirard n'avaient plus leur place. Mais alors qu'elle pensait avoir tout prévu, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Elle décrocha. « Allô ? Madame de Vaugirard. » Une voix masculine, calme mais menaçante s'éleva. « Vous pensiez que Jean-Pierre n'avait des dettes qu'envers l'État et des marins bretons. Vous avez ouvert une boîte de Pandore que vous ne pourrez pas refermer. Julien et Camille sont des idiots, mais ceux qui finançaient réellement votre mari ne sont pas contents de voir leurs investissements partir en fumée. » Le sang d'Éléonore se glaça. « Qui est à l'appareil ? Disons que je suis le représentant de la vraie dette de sang. On se voit très bientôt, Éléonore. » La ligne coupa. Éléonore regarda l'écran, le cœur battant à nouveau la chamade. La vengeance était un plat qui se mangeait froid, mais elle venait de réaliser que le feu qu'elle avait allumé risquait de brûler bien plus que les héritiers. L'obscurité de la suite impériale de l'hôtel Bristol ne parvenait pas à étouffer le bruit du monde extérieur. Pour Éléonore, le silence était devenu une menace. Elle était assise sur le bord du lit, les yeux fixés sur l'écran plat géant qui diffusait en boucle les images de l'arrestation de Julien. Mais le ton des médias avait changé en moins de 24 heures. Ce n'était plus l'histoire d'une veuve courageuse dénonçant la corruption, c'était devenu l'histoire d'une veuve noire machiavélique ayant manipulé 2 orphelins en deuil pour s'emparer d'un empire tout en les jetant en pâture à la justice. « Regardez-les, maître !» murmura Éléonore à Valois, qui faisait les 100 pas près de la fenêtre. « Regardez comme le mensonge s'habille de soie. » À l'écran, Julien apparaissait, non pas menotté, mais sortant du tribunal sous contrôle judiciaire. Il n'avait plus l'air du jeune arrogant du manoir. Il portait un costume froissé, ses cheveux étaient en bataille, et il tenait la main de sa sœur Camille, qui sanglotait devant les caméras. « Nous n'étions que des enfants qui faisaient confiance à la femme que notre père aimait », déclarait Julien d'une voix brisée, parfaitement calibrée pour le JT de 20 heures. Éléonore gérait tout, elle avait les codes, elle voyait les comptables. Quand elle a compris que l'enquête du Havre allait l'atteindre, elle nous a forcés à signer ces documents sous la menace de nous déshériter totalement. Elle a fabriqué cette annexe B7 pour se protéger et nous détruire. C'est elle le cerveau. Éléonore éteignit la télévision d'un geste sec. Son cœur battait avec une régularité douloureuse. Ils sont bons. Qui les conseille, Valois ? Julien n'a pas l'intelligence nécessaire pour jouer la victime avec autant de talent. C'est là que le bas blesse, Éléonore, répondit l'avocat en se tournant vers elle, le visage marqué par l'inquiétude. Maître Lambert a été remplacé ce matin par le cabinet de Maître Arnaud, le plus cher, le plus influent et le plus lié au réseau de l'ombre de la finance européenne. La vraie dette, souffla Éléonore en repensant à l'appel anonyme. Soudain, on frappa à la porte. Ce n'était pas le service d'étage, c'était un son sec, officiel. Valois alla ouvrir. 2 inspecteurs de la brigade criminelle, et non plus de la financière, entrèrent dans la pièce. « Madame de Vaugirard, nous avons de nouveaux éléments. Une perquisition a eu lieu dans votre résidence secondaire à Nice, celle dont vous n'aviez pas fait état. On y a trouvé des enregistrements. » Éléonore se leva, glaciale. « Je n'ai pas de résidence à Nice. » L'inspecteur sortit un dossier. « Le titre de propriété est à votre nom de jeune fille, et les enregistrements sont assez explicites. On vous y entend donner des ordres à Jean-Pierre de Vaugirard sur la manière de dissimuler les corps au Havre. »« C'est une impossibilité physique !» exclama Valois. « Ma cliente n'a jamais mis les pieds dans cette propriété. »« Les preuves disent le contraire, maître, et il y a plus. Le Goff, votre témoin clé, il a disparu. Sa voiture a été retrouvée dans le port du Havre, vide, mais avec une lettre d'aveu disant que vous l'aviez payé pour falsifier les preuves contre les enfants de Vaugirard. » Éléonore sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas seulement une attaque légale, c'était une déconstruction systématique de sa réalité. Le gaslighting à l'échelle industrielle. Ils étaient en train de réécrire son passé, ses actes, sa voix même. « Vous ne comprenez pas »
murmura-t-elle, sa voix perdant pour la première fois de sa superbe. « Ils sont en train de créer un monstre. Je suis celle qui a dénoncé. » « Beaucoup de criminels dénoncent leurs complices pour s'en sortir, madame, » répondit l'inspecteur sans émotion. « Vous êtes convoquée demain matin à 9h pour une confrontation avec Julien de Vaugirard. Je vous conseille d'y être là. » Une fois les policiers partis, Éléonore s'effondra dans un fauteuil. Elle regarda ses mains, elle tremblait. Était-ce possible? Avait-elle occulté quelque chose? Non, elle savait, elle était lucide. Mais quand le monde entier, les documents officiels et même la voix de ses alliés commençaient à pointer du doigt sa culpabilité, la frontière entre la vérité et le délire devenait poreuse. « Éléonore, regardez-moi » dit Valois en s'accroupissant devant elle. « Ils utilisent la méthode de la terre brûlée. Ils veulent que vous craquiez psychologiquement avant la confrontation. C'est une mise en scène. » Ils ont tué Le Goff, Valois. Ils ont tué le seul homme qui savait la vérité sur Jean-Pierre, et ils vont utiliser sa mort pour faire de moi une meurtrière. Le lendemain matin, la salle de confrontation du palais de justice était baignée d'une lumière crue de néon. Julien était déjà là, assis de l'autre côté de la table. Il n'avait plus l'air de victime éplorée de la télévision. Quand les avocats et les greffiers tournèrent le dos, il lança à Éléonore un regard d'une cruauté pure, un sourire de prédateur qui savoure son agonie. « Alors, Éléonore, » commença Julien d'une voix mielleuse, « tu ne veux pas leur dire? Dis-leur comment tu as convaincu papa de ne pas déclarer l'accident. Dis-leur comment tu te moquais de ces pauvres types enterrés sous le béton. Tu mens, Julien. Tu sais que je n'étais même pas présente au Havre cette année-là. »« Ah non ?» Julien fit signe à son nouvel avocat. « Maître, montrez le journal de bord privé de mon père. » Un carnet en cuir fut posé sur la table. Éléonore reconnut l'écriture de Jean-Pierre. Mais les dates, les entrées? 12 juin 2007. Éléonore insiste pour que nous continuions. Elle dit que 3 morts ne valent pas la perte du contrat. Elle est plus froide que moi. Éléonore lut ces lignes, le cœur battant à tout rompre. L'écriture était parfaite, trop parfaite. Cette info, Jean-Pierre n'a jamais tenu de journal de bord. Il détestait écrire. « Tu vois, monsieur le juge d'instruction » lança Julien en s'adressant au magistrat au bout de la table. « Elle commence à nier l'évidence. Elle veut effacer la mémoire de mon père pour se sauver. Elle a toujours fait ça. Elle nous disait que nous étions fous, que nous imaginions des choses, quand nous la surprenions à manipuler les comptes. Elle nous a fait croire pendant des années que nous étions les mauvais enfants, alors qu'elle était le poison dans cette maison. C'était le coup de grâce. Julien utilisait ses propres souvenirs d'enfance, les moments où elle avait tenté de les discipliner, de les éduquer, pour les transformer en actes de torture psychologique. Il retournait 15 ans de vie commune contre elle, transformant chaque souvenir en une preuve de sa perversité. « Tu es un monstre, Julien » souffla Éléonore. « Non, Éléonore, le monstre, c'est toi. Tout Paris le sait maintenant. Tu as voulu nous voler notre héritage, tu as voulu nous envoyer en prison, mais on ne détruit pas les Vaugirard si facilement. Ceux qui nous protègent détestent les traîtres. » La confrontation dura des heures. À chaque fois qu'Éléonore apportait une preuve, Julien produisait un document original qui la contredisait. À chaque fois qu'elle invoquait la logique, il invoquait l'émotion et le souvenir traumatique. À la fin de la séance, Éléonore n'était plus la reine de glace. Elle était une femme hagarde, les yeux rougis, sortant du tribunal sous les huées d'une foule qui, 2 jours plus tôt, l'aurait applaudi. Des manifestants criaient « Assassin !» et « Voleuse !» Quelqu'un jeta une bouteille d'eau qui éclata contre l'épaule de son tailleur de luxe. De retour à l'hôtel, elle trouva ses valises dans le hall. « Je suis désolée, mesdames de Vaugirard », dit le directeur de l'hôtel avec une politesse glaciale. « Mais suite aux événements et au gel de vos comptes personnels ordonnés par le juge cet après-midi, nous ne pouvons plus vous héberger. Votre présence nuit à l'image de l'établissement. » Elle sortit sur le trottoir, seule. Valois avait dû partir en urgence pour tenter de contrer l'ordre de gel des avoirs. Elle n'avait plus de voiture, plus de maison, plus de nom qui ne soit plus souillé. Elle marcha dans les rues de Paris, sous la pluie qui recommençait à tomber. Elle se sentait vide. Était-elle vraiment coupable? Avait-elle, dans sa soif de vengeance, fini par ressembler à Jean-Pierre? Le doute, ce poison instillé par Julien, commençait à s'infiltrer dans ses veines. Elle s'arrêta devant une vitrine de télévision. Son propre visage s'y affichait, déformé par un angle de vue peu flatteur, avec ce bandeau en bas de l'écran, Éléonore de Vaugirard,
La manipulation était-elle son vrai visage? Elle sentit une présence derrière elle, elle ne se retourna pas. Vous voyez, Éléonore, c'est ça, la puissance de l'argent. On peut changer la couleur du ciel si on y met le prix. C'était la voix de l'homme au téléphone. Un homme d'une 50aine d'années, d'une élégance absolue, se tenait à ses côtés. « Qui êtes-vous ? » ?»« Appelez-moi l'argentier. Je représentais les intérêts que votre mari a trahis en mourant trop tôt. Vous avez voulu jouer au juge, mais vous avez oublié que dans ce monde, le juge est celui qui paie le bourreau. Julien et Camille sont mes nouvelles marionnettes. Ils sont stupides, certes, mais ils obéissent, contrairement à vous. Je ne vous laisserai pas faire, dit-elle, bien que sa voix tremble. Vous n'avez rien, Éléonore, même pas votre propre identité. Demain, vous ne serez qu'un fait divers, une femme qui a sombré dans la folie et la criminalité. C'est votre rock bottom. Profitez-en. C'est le seul endroit où personne ne viendra vous chercher. L'homme s'éloigna dans une limousine noire. Éléonore resta seule sur le trottoir mouillé, regardant son reflet dans une flaque d'eau. Elle n'était plus la femme de pouvoir, elle était l'ombre du nombre. Elle commença à rire, un rire amer qui se transforma en sanglots étouffés sous la pluie parisienne. Elle avait tout perdu. Sa vengeance s'était retournée contre elle, la dévorant tout entière. Elle était au point le plus bas de son existence. Mais dans l'obscurité de son désespoir, une petite étincelle de rage subsistait. Si elle n'avait plus rien à perdre, elle n'avait plus rien à craindre. Et c'est là, au milieu des décombres de sa vie, qu'elle commença à comprendre que pour battre des monstres, elle allait devoir cesser d'être une victime élégante pour devenir quelque chose de bien plus dangereux. La pluie ne tombait plus. Elle s'était transformée en une brume glaciale qui s'insinuait sous la peau, transformant chaque inspiration en un rappel de l'hiver qui s'installait sur Paris. Éléonore marchait le long des quais de la Seine. Ses chaussures de créateur, autrefois symbole de son appartenance à l'élite, désormais gorgées d'eau sale, ses pieds meurtris à chaque pas sur le pavé inégal. Elle n'avait nulle part où aller. Les hôtels la refusaient, ses amis de 15 ans ne répondaient plus à ses appels, et même l'ombre de Maître Valois semblait s'être évaporée dans les méandres de la procédure judiciaire. Elle s'arrêta un instant pour s'appuyer contre le parapet de pierre du Pont-Neuf. Elle regarda l'eau sombre et tourbillonnante du fleuve. Un instant, une pensée sauvage traversa son esprit. Et si je me laissais glisser? Le courant l'emporterait, et avec lui le nom souillé des Vaugirard, le mépris des médias, et cette douleur sourde qui lui broyait les côtes. Ce serait une fin poétique pour la veuve noire. Mais alors qu'elle fixait les abysses liquides, son propre reflet, déformé par les remous, sembla la braver. Elle ne voyait pas une femme vaincue, elle voyait un fantôme de ce qu'elle avait été avant Jean-Pierre, avant l'or, avant les mensonges, avant le sacrifice de son identité. 15 ans, se dit-elle en un monologue intérieur qui résonnait comme un glas. 15 ans à polir l'image d'un homme qui ne m'a jamais vue que comme son plus bel accessoire. 15 ans à élever des enfants qui n'ont jamais eu d'âme, seulement des appétits. J'ai construit un temple sur un charnier, et je m'étonne aujourd'hui que le sol s'effondre. Elle se redressa, frissonnante. La faim commençait à lui tirailler l'estomac, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis sa jeunesse étudiante, lorsqu'elle vivait dans une chambre de bonne et comptait ses centimes pour un café. C'était une sensation humiliante, mais étrangement ancrée dans le réel. Elle n'était plus Madame de Vaugirard, elle était Éléonore, une femme de 42 ans, seule sous la pluie, avec pour tout bagage une haine devenue son unique moteur de survie. Elle finit par trouver refuge dans une petite pension de famille située dans une ruelle sombre du 13e arrondissement, loin des lumières de la rive droite. C'était un endroit où l'on ne demandait pas de papier d'identité si l'on payait en espèces. Elle sortit les derniers billets qu'elle avait dissimulés dans la doublure de son manteau, son ultime réserve de sécurité. La chambre sentait le tabac froid et le désinfectant bon marché. Le papier peint jauni se décollait par endroits, révélant des traces d'humidité qui ressemblaient à des cartes de pays oubliés. Éléonore s'assit sur le lit au matelas défoncé. Elle retira son manteau de luxe, cet objet qui semblait désormais appartenir à une autre vie, et le jeta dans un coin. Elle se regarda dans le petit miroir piqué au-dessus du lavabo.
Le gaslighting de Julien avait fait des ravages. Ses yeux étaient cernés, ses traits tirés. Elle se demanda si elle n'était pas réellement en train de perdre la raison. L'Argentie avait parlé d'une résidence à Nice, de dossiers qu'elle n'avait jamais vus. Tout était si parfaitement orchestré que la vérité elle-même semblait devenir une opinion. « Tu n'es pas folle », murmura-t-elle à son reflet. « Tu es juste dépouillée de ton armure. » Elle s'allongea sur le lit, fixant le plafond. Le silence de la chambre était entrecoupé par les bruits de la rue, le klaxon lointain des voitures, le cri d'un voisin. Dans cet abîme de solitude, elle commença à reconstruire le puzzle. Si l'Argentier et Julien avaient pu falsifier autant de preuves, c'est qu'ils utilisaient une faille que Jean-Pierre avait laissée derrière lui. Une faille qu'elle n'avait pas vue, car elle cherchait dans le passé du Havre, alors que le vrai secret se trouvait peut-être ailleurs. Soudain, une image lui revint, un souvenir enfoui sous des couches de protocole. Un soir, 3 ans plus tôt, Jean-Pierre était rentré ivre d'une réunion avec ses partenaires silencieux. Il avait murmuré quelque chose à propos d'une assurance mutuelle conservée chez un vieux notaire de province, loin de Paris, un homme qui n'appartenait pas au cercle de Maître Valois. « Maître Dupont-Levine, à Blois », souffla-t-elle. C'était une piste ténue, presque dérisoire, mais c'était tout ce qu'elle avait. La nuit fut un long calvaire de cauchemar. Elle revit le corps de Le Goff flottant dans le port. Elle entendit les rires de Julien et Camille résonner dans les couloirs du manoir vide. Elle se sentait comme une naufragée accrochée à une planche de bois au milieu de l'océan. Mais vers 4 heures du matin, une sorte de calme glacial s'installa en elle. Ce n'était pas la paix, c'était la résolution de ceux qui ont touché le fond et qui n'ont plus peur de se briser. Elle se leva, se lava les visages à l'eau froide. Elle n'avait pas de vêtements de rechange, mais elle utilisa les quelques produits de beauté de base qu'elle avait dans son sac pour se redonner une contenance. Elle devait ressembler à une femme qui a encore un plan, même si elle n'avait plus de toit. En quittant la pension, elle passa devant un kiosque à journaux. La une du Figaro affichait une photo de Julien et Camille devant l'opéra, avec ce titre « Les héritiers Vaugirard reprennent le flambeau, l'entreprise sauvée de la dérive ». Elle serra les poings. Ils ne se contentaient pas de l'avoir détruite, ils effaçaient son existence même de l'histoire de la holding. Ils célébraient leur victoire sur les cadavres du Havre et sur sa propre vie. L'Argentier avait réussi son pari, stabiliser l'Empire en sacrifiant la veuve. Elle se rendit à la gare d'Austerlitz. Elle n'avait pas assez d'argent pour un billet de train en première classe, ni même en seconde. Elle dut vendre sa montre Cartier, le dernier cadeau de Jean-Pierre, à un prêteur sur gage louche dans une ruelle adjacente pour une fraction de sa valeur. L'homme la regarda avec un mélange de luxure et de mépris, sachant pertinemment qu'une femme de son allure n'aurait jamais recours à lui si elle n'était pas aux abois. « C'est tout ce que j'en tirerai » demanda-t-elle, sa voix restant d'une dignité insultante pour l'homme en face d'elle. « C'est ça ou vous la gardez pour compter les heures avant votre arrestation, madame » ricana-t-il. Elle prit les billets, ne baissant pas les yeux. Elle monta dans le train pour Blois, s'asseyant parmi les travailleurs matinaux, les étudiants endormis et les touristes. Personne ne la reconnut. Elle n'était plus qu'une passagère anonyme, une femme en tailleur froissé qui regardait défiler la campagne française à travers la vitre sale. Arrivée à Blois, elle marcha jusqu'à l'étude de Maître Dupont-de-Levine. C'était un vieux bâtiment en pierre, niché au pied du château. L'air y était différent de Paris, plus lourd de secrets anciens, moins électrique de trahisons immédiates. Lorsqu'elle entra, la secrétaire, une femme d'un certain âge, aux lunettes en demi-lune, la regarda avec surprise. « Je n'ai pas de rendez-vous pour une madame Éléonore de Vaugirard. Je souhaite voir Maître Dupont-de-Levine. C'est une affaire de succession urgente. » La secrétaire parut hésiter, reconnaissant sans doute le nom qui barrait les journaux depuis une semaine. Elle disparut dans le bureau du notaire et revint quelques minutes plus tard, le visage pâle. « Le maître vous reçoit. Veuillez me suivre. » Le bureau était encombré de dossiers reliés de cuir, une odeur de cire et de vieux papiers y régnait. Maître Dupont-de-Levine, un homme qui semblait avoir 100 ans mais dont le regard était d'une vivacité effrayante, se leva avec difficulté. « Madame de Vaugirard, je me demandais quand vous finiriez par trouver le chemin de Blois. Jean-Pierre m'avait dit que vous étiez la personne la plus perspicace qu'il ait jamais rencontrée. Il pensait cependant que vous ne viendriez que si vous étiez au pied du mur. »« Je suis au-delà du mur, maître, » répondit Éléonore en s'asseyant. « Je suis dans le précipice. » Le vieil homme hocha la tête, joignant ses mains parcheminées. Jean-Pierre savait que son empire était un poison.
Il savait aussi que ses enfants n'auraient pas la force de le porter sans se corrompre davantage. Il m'a confié un coffre, Éléonore, un coffre qui ne devait être ouvert que sous 2 conditions, sa mort et votre présence ici, sans avocat, sans policier, sans héritier. Il sortit une petite clé de son gousset et la posa sur le bureau. Il y a 15 ans, vous avez signé un contrat de mariage qui vous protégeait, mais que vous avez délaissé pour l'amour ou par devoir. Ce coffre contient ce que Jean-Pierre appelait son rachat. Ce n'est pas de l'argent, c'est l'identité de l'argentier et les preuves de son implication dans le financement occulte de la holding depuis les années 90. Éléonore sentit son souffle se couper. Pourquoi ne pas me l'avoir donné plus tôt? Pourquoi m'avoir laissé subir ce gaslighting, cette chute? Parce que Jean-Pierre savait que tant que vous auriez quelque chose à perdre, votre confort, votre nom, votre dignité sociale, vous n'auriez pas le courage d'aller jusqu'au bout. Il voulait que vous soyez rock bottom, parce qu'une femme qui n'a plus rien est la seule force capable de détruire un homme comme l'argentier. Éléonore prit la clé. Elle sentit le froid du métal contre sa paume. Elle comprit soudain la cruauté finale de Jean-Pierre. Il l'avait aimée, à sa manière perverse, en la détruisant pour qu'elle puisse renaître comme l'instrument de sa propre rédemption posthume. Il l'avait jetée dans la fosse aux lions, en sachant qu'elle finirait par devenir le prédateur alpha. « Voulez-vous ouvrir le coffre maintenant » demanda le notaire. Éléonore regarda par la fenêtre et les toits de Blois. Elle ne se sentait plus triste, elle ne se sentait plus fatiguée. Une clarté nouvelle, presque brutale, inondait son esprit. Elle voyait enfin l'échiquier dans sa globalité. Julien et Camille n'étaient que des pions qu'on pouvait sacrifier. L'argentier était le roi qu'il fallait abattre. Et elle n'était plus la reine, elle était la joueuse qui allait renverser la table. « Non, maître, dit-elle d'une voix qui n'avait plus rien d'humain dans sa détermination. Gardez-le encore quelques heures. J'ai besoin de retourner à Paris. J'ai un rendez-vous avec le destin et je veux m'assurer que tout le monde sera présent pour la fin de l'acte. » Elle sortit de l'étude. Le soleil perçait enfin les clouses, jetant une lumière d'or sur la pierre de Blois. Éléonore de Vaugirard n'existait plus, mais celle qui marchait maintenant vers la gare était bien plus redoutable. Elle était la somme de toutes les trahisons, de toutes les larmes et de toutes les ombres. Le point de nadir était franchi, l'ascension allait être sanglante. L'hôtel intercontinental de Paris brillait de 1000 feux. Pour le gala de la renaissance de la holding Vaugirard, Julien n'avait pas lésiné sur les moyens. Il voulait prouver au monde que l'Empire était plus solide que jamais sous sa direction. Les lustres en cristal de Bohême projetaient des éclats de diamants sur une foule de politiciens, de magnats de la tech et de journalistes mondains. Au centre de la salle, Julien, arborant un smoking sur mesure et un sourire de conquérant, trinquait avec l'argentier, qui restait dans l'ombre des colonnes de marbre, tel un marionnettiste satisfait. À côté d'eux, Camille, vêtue d'une robe rouge sang qui valait le prix d'un appartement, riait trop fort, ses yeux trahissant une nervosité que l'alcool ne parvenait plus à masquer. « Regardez-les, murmura Julien à l'argentier. Ils ont déjà oublié la veuve. Le nom de Vaugirard est à nouveau pur. » L'argentier esquissa un sourire glacé. « Ne criez pas victoire trop tôt, jeune homme. Une blessure qui ne saigne pas est souvent la plus profonde. » Soudain, le brouhaha des conversations s'éteignit. Un silence de plomb se propagea de l'entrée jusqu'au centre de la salle. Les portes monumentales venaient de s'ouvrir. Éléonore entra. Elle n'était plus la femme brisée et trempée par la pluie de la veille. Elle portait une robe d'un noir de jais, si sombre qu'elle semblait absorber la lumière des lustres. Ses bijoux étaient simples, un collier de perles noires qui ressemblait à des larmes pétrifiées. Son visage, sculpté par la souffrance et la détermination, était d'une beauté terrifiante. Elle marchait avec une lenteur royale. Chaque battement de ses talons sur le marbre résonnait comme un compte à rebours. Julien posa son verre, son visage passant du triomphe à une rage livide. « Sécurité !» hurla-t-il. « Qu'est-ce que cette femme fait ici? Sortez-la immédiatement !» 2 colosses en costume s'approchèrent d'Éléonore, mais elle ne s'arrêta pas. Elle leva simplement un bras, tenant un petit boîtier noir. « Touchez-moi, et ce que contient ce boîtier sera diffusé en direct sur tous les réseaux sociaux et les serveurs de la presse internationale avant même que je n'atteigne le trottoir, » dit-elle d'une voix qui fit frissonner l'assistance. Les gardes hésitèrent. Éléonore s'arrêta à quelques mètres de Julien et de l'argentier. Elle les regardait avec un mépris si pur qu'il semblait physique. « Le gala de la Renaissance ?» commença-t-elle, s'adressant non seulement à eux, mais à toute la salle. «
Vous célébrez la survie d'un empire bâti sur des cadavres et des mensonges. Julien, tu as toujours été un enfant médiocre, mais je ne pensais pas que tu serais assez stupide pour te vendre à l'homme qui a causé la perte de ton père. « Tais-toi !» rugit Julien, s'avançant vers elle, le visage déformé par la haine. « Tu n'es rien, une intruse, une manipulatrice que la justice a déjà condamnée. Maître Arnaud a toutes les preuves de ta culpabilité. » « Maître Arnaud travaille pour lui, dit-elle en désignant l'argentier. Et il travaillait déjà pour lui quand Jean-Pierre a dû enterrer ses ouvriers au Havre. Jean-Pierre n'a pas pris cette décision seul, Julien. Il a été forcé par ceux qui finançaient ses rêves de grandeur. L'argentier n'est pas ton sauveur, c'est ton bourreau. » L'argentier sortit de l'ombre, son calme ne le quittant pas. « Madame de Vaugirard, vous divaguez. La chute vous a fait perdre la raison. C'est triste. » Éléonore sourit, un sourire qui ne contenait aucune joie, seulement la satisfaction d'un prédateur qui a enfin acculé sa proie. « Jean-Pierre savait que vous le tueriez un jour, monsieur. C'est pour cela qu'il a laissé l'assurance mutuelle à Blois. Il ne me l'a pas donnée de son vivant car il savait que je serais trop lâche pour l'utiliser. Il m'a forcé à tout perdre pour que je devienne l'arme qu'il n'a jamais pu être. » Elle appuya sur un bouton du boîtier. Immense, l'écran géant situé derrière le podium de l'orchestre s'alluma. Ce n'étaient pas des graphiques financiers qui apparurent, mais des vidéos de surveillance datées de 2007. On y voyait clairement l'argentier, plus jeune, discuter sur le chantier du Havre avec Jean-Pierre, devant une fosse où des formes humaines étaient visibles sous des bâches. On l'entendait distinctement dire « Coule le béton, Jean-Pierre. Les morts ne parlent pas, mais les dettes, elles, hurlent. » Un cri d'horreur parcourut l'assemblée. Les journalistes commencèrent à filmer frénétiquement. « C'est un montage !» hurla Camille, éclatant en sanglots hystériques. « Julien, fais quelque chose !»« Ce n'est que le début !» continua Éléonore, sa voix dominant le chaos. « Julien, en signant l'acte de cession totale que je t'ai offert, tu as accepté la clause de solidarité liée à l'annexe B7. Tu pensais que c'était un piège contre moi. Mais l'annexe B7 stipule que l'héritier principal reconnaît être l'ayant droit des bénéfices de tous les crimes passés, présents et futurs de la holding. En clair, tu viens d'avouer par ta signature être le complice actif de l'argentier. » Julien se tourna vers l'argentier, les yeux exorbités. « Vous m'aviez dit que j'étais protégé. Vous m'avez dit que tout retomberait sur elle. » L'argentier ne répondit pas. Il cherchait déjà la sortie, mais des hommes en civil, de vrais policiers cette fois, menés par le commissaire de la brigade criminelle, bloquaient toutes les issues. « La fête est finie, monsieur, » dit le commissaire en s'approchant de l'argentier. « Nous avons reçu les originaux de Blois il y a 1 heure. Le témoignage posthume de Jean-Pierre de Vaugirard est accablant. Et monsieur Julien, vous êtes également en état d'arrestation pour subornation de témoins et complicité de meurtre dans l'affaire Le Goff. » Le chaos devint total. Julien tenta de s'enfuir, bousculant des serveurs, renversant une pyramide de verres de champagne qui vola en éclats dans un fracas assourdissant. Il fut plaqué au sol par les policiers, criant comme un animal qu'on égorge. Camille s'effondra au milieu de la piste de danse, ses cris de terreur se mêlant aux sirènes de police qui hurlaient déjà à l'extérieur. Éléonore restait au centre de la tempête, immobile. Elle regardait Julien se débattre. Elle aurait dû ressentir de la satisfaction, de la joie, mais elle ne ressentait qu'un vide immense, une tristesse poignante qui lui montait à la gorge. « Est-ce cela, Jean-Pierre » pensa-t-elle, son regard se perdant dans le vide. « Est-ce là le prix de la vérité ? Détruire ceux que tu as engendrés pour laver un nom qui n'a jamais été propre ? J'ai gagné, mais je n'ai plus personne pour partager ma victoire. Je suis la reine d'un champ de ruines. » Elle s'approcha de Julien, qui était maintenant menotté au sol, le visage écrasé contre le tapis luxueux. Elle s'agenouilla près de lui. « Tu m'as demandé un jour si je savais ce que ton père avait fait, » chuchota-t-elle. « Je le savais, et j'ai essayé de vous protéger, toi et ta sœur, de cette noirceur. Mais vous avez préféré l'embrasser. Vous avez voulu être des prédateurs, Julien. Mais vous n'étiez que de la nourriture pour des monstres bien plus grands que vous. Je te hais. » cracha Julien, un mélange de sang et de salive coulant de sa bouche. « Je te hais plus que tout. »« Je sais, » répondit Éléonore avec une douceur déchirante. « C'est le seul héritage que je t'ai laissé. » Elle se releva. L'argentier passait devant elle, escorté par 4 officiers.
Il s'arrêta un instant, son regard croisant celui d'Éléonore. « Vous avez gagné cette manche, madame, mais le monde de la finance a horreur du vide. Vous venez de détruire un empire. Les conséquences seront mondiales. Alors le monde apprendra enfin à construire sur des bases saines, monsieur, ou il brûlera. Dans les 2 cas, vous ne serez pas là pour le voir. » Éléonore se tourna vers la sortie. Elle marcha à travers la foule qui s'écartait devant elle, comme devant une apparition biblique. Elle ne regarda pas en arrière. Elle ne regarda pas Camille qui hurlait son nom. Elle sortit sur le perron de l'hôtel. L'air de Paris était frais. Les flashs des photographes l'aveuglèrent un instant, mais elle ne se cacha pas. Elle leva le menton, fixant l'horizon. Elle avait rendu aux héritiers ce qu'ils voulaient. Elle leur avait donné l'entreprise, le pouvoir, la gloire de leur père. Et en le faisant, elle leur avait donné leur propre enfer. Elle monta dans une voiture anonyme qui l'attendait au coin de la rue. Maître Valois était au volant. Il ne dit rien. Il mit simplement le contact. « Où allons-nous, Éléonore » demanda-t-il après de longues minutes de silence. « Loin, Valois, loin de ce nom, loin de ces morts. Je veux juste voir un lever de soleil qui ne soit pas taché par le sang de Vaugirard. » Alors que la voiture s'éloignait, Éléonore regarda par la vitre arrière. Les lumières de l'hôtel s'effaçaient. Le gala de la Renaissance était devenu le bal des condamnés. Elle ferma les yeux, et pour la première fois depuis la mort de Jean-Pierre, elle laissa enfin les larmes couler. Non pas des larmes de regret, mais des larmes de libération. La dette était payée, la vengeance était consommée. Elle était enfin seule, elle était enfin libre. Le silence qui régnait dans le grand salon du manoir des Vaugirard était désormais celui d'un musée après l'heure de fermeture, ou plutôt celui d'un navire naufragé reposant au fond de l'océan. Les meubles précieux étaient recouverts de draps blancs, tels des fantômes figés dans l'attente d'un jugement qui avait déjà été rendu. Éléonore marchait sur le parquet ciré, le son de ses pas étouffé par la poussière qui commençait déjà à danser dans les rayons d'un soleil d'hiver pâle. Elle n'était plus la veuve de Vaugirard, elle n'était plus la cible des caméras. Depuis le scandale du gala, 3 mois s'étaient écoulés. 3 mois de procédures, de témoignages, de démantèlement systématique d'un empire. Elle s'arrêta devant la fenêtre, regardant le jardin où, jadis, Julien et Camille riaient de sa chute prochaine. Aujourd'hui, le jardin était en friche. La justice avait fait son œuvre. Le procès avait été rapide, car les preuves fournies par le coffre de Blois étaient irréfutables. Julien avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour complicité de meurtre, corruption et fraude massive. Camille, bien que moins impliquée dans les décisions stratégiques, n'avait pas échappé à la justice. Condamnée pour recel et blanchiment, elle purgeait une peine plus légère, mais sa chute était plus brutale encore. Elle, qui ne jurait que par le luxe, se retrouvait confrontée à la grisaille d'une cellule, dépouillée de son image, de ses amis et de sa vanité. L'argentier, quant à lui, était devenu le symbole d'une ère de corruption révolue, entraînant dans sa chute des dizaines de complices au sein de la haute finance. « Tu vois, Jean-Pierre » murmura Éléonore, son souffle formant une légère buée sur la vitre froide. « Tu avais raison. La vérité est un incendie. Elle purifie, mais elle ne laisse que des ruines derrière elle. » On frappa doucement à la porte. C'était Maître Valois. Il paraissait plus léger, comme si le poids du secret qu'il portait pour son vieil ami s'était enfin évaporé. Il tenait une mallette en cuir. « Tout est prêt, Éléonore, » dit-il avec une tristesse mêlée de respect. La Fondation pour les victimes du Havre a été officiellement enregistrée ce matin. L'intégralité des avoirs que vous avez réussi à récupérer, y compris la vente de ce manoir et des propriétés à l'étranger, a été transférée sur leur compte. Les familles des ouvriers recevront leurs premières indemnités la semaine prochaine. Éléonore hocha la tête. C'était sa seule véritable victoire. Pas la chute de Julien, pas la ruine de l'argentier, mais ce geste de réparation pour des hommes dont les noms avaient été effacés par le béton de son mari. « Et pour vous » demanda Valois. « Qu'avez-vous gardé » ?»« Rien, » répondit-elle avec un sourire d'une sérénité désarmante. « Rien d'autre que mon nom de jeune fille, et assez pour un billet d'avion et une petite maison loin d'ici. Le luxe est une chaîne, maître. J'ai passé 15 ans à porter des colliers qui ressemblaient trop à des carcans. Je veux essayer la légèreté.
Elle fit un dernier tour de la pièce. Elle s'arrêta devant le bureau de Jean-Pierre. Elle y trouva un petit objet oublié, un coupe-papier en argent en forme de plume. Elle le glissa dans sa poche. Ce serait son seul souvenir, non pas de l'homme qu'il était devenu, mais de l'homme qu'elle avait cru aimer un jour. Avant de quitter définitivement Paris, Éléonore se rendit une dernière fois au cimetière du Père-Lachaise. La tombe de Jean-Pierre était simple, loin des monuments grandioses des autres familles de son rang. Elle y déposa un seul lys blanc. « Je t'ai pardonné, Jean-Pierre », dit-elle d'une voix basse portée par le vent d'hiver. « Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je ne veux pas emporter ta noirceur. Tu as voulu faire de moi ton instrument de vengeance, et j'ai joué mon rôle. Mais le rideau est tombé. Les héritiers ont eu ce qu'ils voulaient, ton héritage de sang. Maintenant, ils doivent apprendre à vivre avec, comme j'ai appris à vivre sans toi. » Elle se tourna et marcha vers la sortie du cimetière. Elle ne regarda pas en arrière. Elle sentait sur son visage la morsure du froid, une sensation réelle, vivante. Elle n'était plus une ombre dans un manoir de verre. Elle était une femme qui marchait vers son propre destin. Quelques jours plus tard, dans un petit village côtier de Bretagne, loin du tumulte parisien et des scandales financiers, une femme s'installait dans une maisonnette de pierre face à l'océan. Elle portait des vêtements simples, un pull en laine épaisse et des bottes de marche. Ses cheveux flottaient librement dans le vent salé. Elle s'assit sur un banc de bois, un carnet à la main. Elle commença à écrire, non pas des chiffres, non pas des stratégies financières, mais des mots qui racontaient l'histoire d'une femme qui s'était perdue dans l'or et qui s'était retrouvée dans les cendres. Le soleil commençait à se coucher, embrasant l'Atlantique de reflets pourpres et orangés. C'était un spectacle gratuit, d'une richesse qu'aucun compte en banque ne pourrait jamais égaler. Éléonore ferma les yeux, écoutant le fracas des vagues contre les falaises. C'était un son puissant, éternel, qui semblait laver les péchés du passé. Son téléphone, un nouveau modèle sans aucun contact de son ancienne vie, vibra sur le banc. Un message s'afficha. C'était une notification de presse. L'affaire Vaugirard classée. La justice a fini son travail. Julien de Vaugirard transféré dans une prison de haute sécurité. Éléonore regarda le message un instant, puis elle fit glisser son doigt sur l'écran et sélectionna « Supprimer ». Elle rangea l'appareil dans sa poche. Elle n'avait plus besoin de savoir. Le cycle était brisé. La dette de sang était effacée par le sel de la mer et la sincérité de sa nouvelle vie. Elle se leva et commença à marcher le long de la plage. Le sable cédait sous ses pas, mais elle ne craignait plus de s'enfoncer. Elle savait maintenant que la seule véritable fortune est celle que l'on porte en soi, la paix de l'esprit et la clarté de la conscience. Le film se termine sur un plan large de la silhouette d'Éléonore s'éloignant vers l'horizon, petite tache noire sur l'immensité dorée du rivage. Le bruit des vagues monte en puissance, couvrant tous les murmures du monde. Le générique commence à défiler.